sur Monaco Info. Vous êtes nombreux chaque semaine à suivre notre actualité et nous vous en remercions. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Les femmes qui œuvrent au quotidien pour préserver la sécurité en principauté ont été mises à l'honneur à l'occasion de la Journée internationale du 8 mars. La principauté poursuit ses relations diplomatiques avec le Monténégro et la visite officielle de son Premier ministre. Les tumeurs rénales font appel à plusieurs compétences. Le point à l'occasion de la Journée mondiale du cancer du rein. Et puis nous clôturerons ce journal en musique avec le concert d'Ars Antonina, un concert de violoncelle et de piano donné par de jeunes prodiges. Le mercredi 8 mars, c'était la Journée internationale de la femme. À cette occasion, le ministre d'État, Serge Tel, a tenu à réunir autour de lui des femmes qui s'illustrent au quotidien en principauté pour la préservation de la sécurité. Patricia Navarro, Orazio Gagino et Eric Pocoy y assistaient. Chaque année, le 8 mars, de nombreuses initiatives sont menées pour mettre à l'honneur les femmes dont c'est la journée. Au gouvernement, une réception annuelle permet au ministre d'État de réunir autour de lui toutes celles qui jouent un rôle primordial dans la société. Cette année, c'est le thème de la sécurité qui a été retenu et près de 150 femmes issues des rangs de la sûreté publique ou de la justice ont été conviées à la résidence du ministre d'État où un bel hommage leur a été rendu. Les femmes ont une dimension voisine de l'empathie qui fait que nous abordons les métiers typiquement masculins avec un autre regard la plupart du temps. Et je vais dire quelque chose qui n'est pas péjoratif, mais toujours un peu plus d'humanisme. La touche humaine est toujours présente et même si nous traitons des dossiers ou nous traitons des choses techniques, nous avons toujours conscience que nous jugeons, puisque moi c'est mon métier, nous jugeons des êtres humains. Et ça, je crois que la femme le sent peut-être au premier regard tout de suite. La justice monégasque est très féminine. Elle est très féminine, tout comme la justice française, un petit peu moins même, puisque je crois que la pyramide en France est de l'ordre de 70 à 80%. Ici, un petit peu moins, on a une certaine parité selon les juridictions. Mais moi, je m'attache justement souvent à essayer d'avoir des compositions de collégialité assez mixtes, pour avoir des sensibilités masculines et des sensibilités féminines. C'est la reconnaissance du travail que l'on doit faire au quotidien, sachant que je suis pour l'égalité, mais je pense profondément qu'une femme doit fournir doublement plus de travail. Parce qu'il faut qu'elle fasse ses preuves et qu'elle montre qu'elle est à la hauteur. Voilà. Donc, même si nos forces naturelles sont moindres par rapport à un homme, on apporte quand même, par nos qualités, on va dire, beaucoup d'atouts et on va dire, voilà, un petit plus, un grand plus. Le ministre d'État l'a rappelé, la parité et l'égalité des sexes sont une priorité. Aujourd'hui, 56% des femmes employées par l'administration monégasque sont cadres A et elles sont aussi devenues majoritaires dans le corps des ambassadeurs. Le Premier ministre du Monténégro est à Monaco pour une visite de travail accompagnée d'une importante délégation. Duško Marković a été reçu jeudi en audience par le prince souverain avant de s'entretenir avec le ministre d'État Serge Tel. Au programme des discussions, un projet de coopération économique en vue d'un accord en matière fiscale et la protection, bien sûr, de l'environnement. La visite du Premier ministre du Monténégro commence au Palais Princier. Accompagné d'une importante délégation, Duško Marković est reçu en audience privée par le prince Albert II. Parmi les points évoqués, un projet de coopération économique en vue d'aboutir à un accord en matière fiscale, la présentation de mesures pour la protection de l'environnement et les projets de la Fondation Prince Albert II au Monténégro. Après l'échange de cadeaux, direction le ministère d'État, où Duško Marković est reçu par Serge Tel, une visite de courtoisie, mais une visite de travail aussi. Cette visite à Monaco est très importante pour le Monténégro. Nous avons des accords bilatéraux depuis de nombreuses années maintenant et cette visite montre que les relations entre les deux pays sont bonnes. Elle nous a permis de parler des possibilités de développement, notamment dans le domaine du tourisme, de l'agriculture, des infrastructures ou encore en matière d'énergie. Le Monténégro a un niveau de vie et une qualité de vie qui est en dessous de celui de Monaco, mais nous avons des ressources importantes et notre objectif est de profiter de ces ressources pour avoir un jour le niveau de vie que connaissent les Monégasques.
Nous y sommes très attentifs et nous en avons parlé avec nos interlocuteurs. Nous voulons bien sûr entretenir les bonnes relations que nous avons avec Monaco pour nous développer sur le plan économique et pour préserver notre environnement et le développement durable. La principauté entretient des relations diplomatiques avec le Monténégro depuis 2007. En 2013, le prince Albert II s'est rendu dans ce pays des Balkans d'un peu plus de 650 000 habitants et bordé par la mer Adriatique. À l'occasion de la visite officielle du souverain, un accord cadre de coopération et un protocole d'accord en matière de développement durable ont été signés. Le but de la visite, c'est de renforcer ces accords qui ont été passés donc en 2013, avec un accord cadre et des accords spécifiques qu'il faut suivre et pour lesquels on peut avoir des nouvelles missions, des nouveaux projets à mener ensemble sur cette visite. C'est vraiment l'occasion de revenir sur ces accords qu'on a passés avec eux. Il y a des opérations déjà concrètes, par exemple en matière de santé, Monaco a accueilli en décembre dernier une réunion des petits États européens, dont le Monténégro, sur le projet Santé 2020. Il y a des projets de la Fondation Albert II très importants au Monténégro aussi en matière de protection de l'environnement. Il y a des projets en matière de fiscalité aussi, d'échange d'informations. Donc on a plusieurs domaines très variés, comme vous le voyez, dans lesquels on collabore avec le Monténégro. Ce vendredi, la délégation du Monténégro participe à un forum économique organisé par le Monaco Economic Board et la Chambre de commerce du Monténégro. Seront présentés les atouts économiques des deux pays. Et puis le 9 mars était marqué par l'organisation de la journée mondiale du cancer du rein. L'occasion pour le centre hospitalier Princesse Grace de Monaco de mettre en avant de quelle manière ces patients sont pris en charge dans ce domaine. Sandrine Nègre et Lionel Bernardi étaient sur place et ont rencontré plusieurs médecins. Voyez plutôt leur reportage. Ils sont indispensables au bon fonctionnement du corps humain. Les reins sont chargés d'épurer les toxines de l'organisme en évacuant les déchets par l'urine. Imagerie diagnostique, traitements chirurgicaux, radiologie interventionnelle, les cancers du rein font appel à différentes compétences. À ce jour, avec le vieillissement de la population, les plus de 65 ans sont souvent les plus touchés, mais des cas chez des patients plus jeunes ont aussi été remarqués. Les hommes sont plus touchés que les femmes. Parmi les facteurs de risque, le tabac et l'obésité. Au CHPG, la cohésion et la coordination sont très importantes pour permettre une prise en charge optimale. Idéalement, les patients sont opérés parce que, effectivement, si on arrive à les opérer, ça veut dire que c'est une tumeur localisée, une tumeur qui a, par chance, la plupart du temps, une découverte fortuite, a été découverte alors qu'il n'y avait pas de symptômes, chez quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a pas de troubles urinaires particuliers. Et on fait une échographie, le plus souvent pour un symptôme assez banal. Et souvent, c'est le mode de révélation le plus fréquent actuellement. Et ça permet de découvrir des tumeurs non symptomatiques. Précocement, c'est des tumeurs qui auraient évolué spontanément, peut-être de manière à bas bruit, sans qu'on s'en aperçoive, et qui auraient risqué de se développer au-delà de ça. On revient au cadre de la maladie localisée. Le principe fondamental de cette maladie localisée, qui est donc de plus en plus fréquente, et qu'on découvre de manière tôt, comme ça, c'est à tout prix de préserver la fonction rénale. Pourquoi ? Parce qu'on a prouvé que si on arrive à traiter les tumeurs de manière complète, en marge saine, c'est-à-dire sans laisser de tumeurs, on est capable d'avoir le même résultat carcinologique que d'enlever le rein complètement. Alors c'est une chirurgie qui est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe, parce qu'il faut enlever le rein, bon c'est une certaine complexité, mais enlever la tumeur à l'intérieur du rein, ça a une autre complexité, et c'est là, comme vous avez vu ce matin, qu'on peut utiliser une nouvelle technologie avec la robotique. L'intérêt de la robotique, c'est que pour réaliser cette intervention où il faut enlever la tumeur, réparer le rein, on est obligé d'interrompre le flux artériel. On met une espèce de pince à linge sur l'artère qui va interrompre le flux artériel pour qu'on puisse travailler au sec. Le temps de l'opération. Le temps de l'opération. Mais le temps compte. Chaque minute compte et au bout de 20-30 minutes, on risque d'abîmer le rein si on ne remet pas le rein en route. Donc ces techniques minimales invasives par robotique permettent de travailler beaucoup plus vite, dans de meilleures conditions, avec une meilleure qualité à la fois d'hémostase et de contrôle. Et donc tout ça permet d'opérer des malades qu'on n'aurait pas pu opérer plus tôt ou à qui il aurait fallu faire des néphrectomies totales. Un véritable travail basé donc sur le collectif et la concertation pluridisciplinaire. À noter également l'existence de techniques alternatives comme le traitement par radiofréquence qui détruit la tumeur par la chaleur, réalisé dans le service de radiologie dirigé par le docteur Philippe Brunner. À ne pas confondre avec la cryoablation qui repose, elle, sur la création d'un glaçon entraînant la destruction cellulaire par congélation. À l'honneur d'ailleurs lors d'un récent congrès médical à Vienne.
Sur le plan d'oncologie médicale, en fait, on passe toujours après les collègues, qui sont les radiologues ou les chirurgiens. C'est-à-dire que c'est souvent un cancer, comme la majorité des cancers d'organes internes, souvent des tumeurs qui évoluent à bas bruit. Donc soit on a une découverte fortuite, soit on a des symptômes, et ces symptômes-là sont le plus souvent des saignements, mais ça, c'est un problème local. Nous, à notre étape de prise en charge, elle est ce qu'on appelle multidisciplinaire, et les décisions de prise en charge thérapeutique discutées en réunion de concertation pluridisciplinaire qui vaut pour le rein comme pour les autres cancers. Mais le plus souvent, on arrive bien après les collègues radiologues qui ont fait le diagnostic ou les chirurgiens parce qu'ils sont venus consulter pour un symptôme particulier qui va amener au diagnostic. Et puis de manière plus récente, parce qu'il faut en parler, je pense, c'est l'immunothérapie. Vous entendez parler sans arrêt de l'immunothérapie en cancérologie, et bien le rein commence à être bénéficiaire de ces stratégies thérapeutiques et l'immunothérapie nous donne des espoirs très très intéressants. Une fois le diagnostic posé, tout est réalisé pour permettre aux patients de bénéficier d'une prise en charge efficace de A à Z au centre hospitalier Princesse Grace. Et une fois encore, la proximité des équipes concernées permet de favoriser les échanges pour mettre en place un traitement adapté. Retour à présent sur ce concert qui a eu lieu mercredi au Théâtre des Variétés et qui était organisé par l'association Ars Antonina qui recevait deux jeunes virtuoses, Michael Petrov et Alexander Ullmann. Regardez plutôt ce reportage, est signé Émilie Rousseau. Révéler, aider et encourager les jeunes talents de la musique classique, tel est le but de l'association Ars Antonina. Régulièrement, elle organise des masterclass avec de grands interprètes, mais aussi des concerts mettant en lumière ces artistes montants. Le dernier en date a réuni deux virtuoses. Le premier, Michael Petrov. Ce violoncelliste bulgare de 26 ans est considéré comme l'un des plus prometteurs de sa génération. About 20 years ago. J'ai commencé il y a 20 ans, j'avais alors 6 ans et ça fait bizarre de dire ça car je me souviens parfaitement quand j'ai débuté. J'ai l'impression que c'était il y a 5-6 ans et pourtant maintenant cet instrument me suit partout où je vais et je commence vraiment à en profiter pleinement. Récemment primé au concours international Joseph Haydn à Vienne, Michael Petrov était accompagné au piano par Alexander Ullmann, un duo qui a l'habitude de jouer ensemble. Le Britannique a notamment remporté le dernier concours de Manhattan à New York. Lors de ce concert au Théâtre des Variétés, Michael et Alexander ont interprété les trois fantasistes queues de Schumann. Alexander Ullmann m'accompagne régulièrement, il est fabuleux. Ce n'est pas la première fois que nous jouons ensemble, nous nous sommes produits sur différentes scènes, dont quelques fois au Cadogan Hall à Londres. Donc oui, c'est un partenariat qui date depuis un certain temps maintenant. Je joue beaucoup avec Michael, je préfère d'ailleurs me produire avec quelqu'un sur scène quand je suis en tournée. On se sent moins seul sur scène et puis c'est plus passionnant. Ce journal touche à présent à sa fin. Passons en revue votre carte météorologique. Vendredi, le soleil sera doux et printanier malgré la présence de quelques nuages et températures nettement supérieures au normal. Ce week-end, le temps sera en avance sur le calendrier avec un climat de mois d'avril. À noter de belles apparitions du soleil et très peu de vent, même si dimanche soir, quelques nuages menaçants pourront bien faire leur apparition. Le début de la semaine sera quant à lui plus nuageux. La pluie pourra même s'inviter lundi. Mardi, la journée sera incertaine et pour les jours qui suivent, un ciel qui se partagera entre le gris et le bleu. À suivre, votre magazine consacré à l'AS Monaco FC, présenté comme d'habitude par Émilie Rousseau. Et puis un nouveau rendez-vous sur le pouce, une pastille culinaire qui vous apprendra à faire notamment les barbadjans du Café de Paris. À très vite sur Monaco Info.